Bonjour, je suis Pedro Cardoso-Leite, je suis chercheur à l'Université du Luxembourg où je dirige un laboratoire de recherche interdisciplinaire qui combine des compétences en psychologie, en apprentissage artificiel et en game design pour étudier comment améliorer la cognition et l'apprentissage par des technologies digitales et en particulier par les jeux vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à cet événement et j'espère que ma présentation sera utile pour au moins certains d'entre vous. Quel est le rapport entre la psychologie cognitive et la santé? Alors les capacités cognitives de notre cerveau ont un impact majeur sur nos vies, sur notre bien-être et sur notre santé. L'une des facultés cognitives qu'on pense être les plus importantes dans ce contexte est ce qu'on appelle le contrôle attentionnel. C'est ce qui nous permet de porter notre attention sur certaines choses, d'en ignorer d'autres, de rester concentré ou bien de porter notre attention sur plusieurs choses en même temps. Alors l'attention est une faculté essentielle pour plusieurs raisons. Elle est importante en elle-même car elle nous permet de gérer des situations de notre quotidien. Par exemple, lorsqu'on conduit, on doit faire attention aux autres voitures, aux piétons, aux panneaux de signalisation. Donc il y a plein d'informations qu'on doit traiter en même temps. L'attention nous permet de faire ça. Mais aussi, l'attention, elle joue un rôle d'accélérateur ou de frein dans l'apprentissage. Et comme l'apprentissage est important dans virtuellement tous les domaines de notre vie, que ce soit pour apprendre à parler, apprendre à interagir socialement avec d'autres personnes, apprendre un métier. Donc l'apprentissage est vraiment très important. Et du coup, l'attention est importante du fait qu'elle intervient dans ces apprentissages. Étant donné l'importance du contrôle attentionnel, la question à se poser, comment peut-on améliorer cette compétence? Alors les psychologues comme moi essaient de trouver des solutions qui ne sont pas des médicaments ni des interventions invasives, mais plutôt des activités qu'on pourrait faire de manière répétée pour entraîner donc, l'attention. Dans ce contexte, je vais aborder deux stratégies majeures qui ont été utilisées dans la littérature pour améliorer l'attention. La première est connue sous le nom d'entraînement cérébral. Alors vous avez sans aucun doute déjà vu ou même essayé des jeux ou des applications qu'on dit d'entraînement cérébral. Il s'agit généralement d'activités qui durent quelques minutes et qui demandent de votre part un effort cognitif pour résoudre un problème particulier. Par exemple, dans ce jeu-ci, vous voyez des chiffres apparaître l'un après l'autre et on vous demande de les mémoriser. Et une fois qu'ils ont été affichés, vous devez les restituer dans l'ordre inverse de leur apparition. Il y a maintenant de nombreuses entreprises qui vendent des produits de ce type. Mais sont-ils réellement efficaces? Alors il y a beaucoup de controverses dans ce domaine, mais il semblerait que pour la plupart, ces mini-jeux ne soient pas efficaces. Plus précisément, si vous vous entraînez longuement à l'un de ces mini-jeux, votre performance à ce jeu-là va s'améliorer et vous avez l'impression que ça marche. Mais en fait, il n'y a pas de généralisation de cet apprentissage à d'autres jeux. Donc en d'autres termes, il n'y a pas de transfert d'apprentissage et par conséquent, il y a une très faible probabilité que ça ait un impact quelconque sur votre vie de tous les jours. Alors l'absence de transfert d'apprentissage est un phénomène qu'on observe de manière assez courante en psychologie cognitive, au point que certains parlent même d'une malédiction, la malédiction de la spécificité de l'apprentissage. Ce fut donc une énorme surprise dans la communauté scientifique lorsqu'il y a à peu près 20 ans, Daphné Bavelier et Sean Green publient une étude dans laquelle ils montrent que jouer à un certain type de jeu vidéo conduit à des améliorations dans des performances cognitives assez variées. En d'autres termes, les jeux vidéo pourraient peut-être contenir la réponse de comment dépasser cette malédiction de la spécificité de l'apprentissage. Alors, il y a deux points qu'il faut éclaircir ici. Le premier point, c'est que sont ces jeux-là, à quoi ils ressemblent, de quoi ils sont faits. Et le deuxième point, c'est comment ces effets sont-ils mis en évidence en laboratoire, quels sont les protocoles expérimentaux qui sont utilisés. Alors l'étude en 2003, que j'évoquais plus tôt, s'intéressait à un type de jeu en particulier. C'est ce que les auteurs ont appelé les jeux vidéo d'action. Alors il s'agit là typiquement de jeux de tir à la première ou à la troisième personne. Et voici un exemple d'un tel jeu. Ici, le joueur navigue un environnement en 3D et il doit à la fois essayer de tirer sur ses ennemis tout en évitant de se faire soi-même tirer dessus. Le joueur doit en permanence surveiller son environnement à la recherche de potentielles menaces ou opportunités, comme par exemple des munitions. Il doit également ignorer des informations qui peuvent être des distractions, comme par exemple un élément de décor qui bouge. Il doit aussi faire des plans à différentes échelles de temps et mettre à jour ses plans si de nouvelles informations arrivent. Tout cela se fait à un rythme effréné et il faut à tout moment être concentré, rapide et précis. Alors ce type de jeu est très différent des jeux d'entraînement cérébral.
Ils sont beaucoup plus complexes, ils appliquent une panoplie de processus cognitifs bien plus larges et requièrent des efforts soutenus pour des périodes de temps plus longues. Le deuxième point qu'il faut évoquer ici concerne les méthodes utilisées dans ces études. Il y a grossièrement deux types d'études qui ont été menées dans ce contexte. Dans le premier type d'étude, on demande à un grand nombre de personnes de répondre à un questionnaire pour déterminer 1. S'ils jouent fréquemment à des jeux vidéo et 2. À quel type de jeux vidéo ils jouent. En se basant sur ces questionnaires, on peut classer les gens en différentes catégories. Il y a ceux qui jouent fréquemment à des jeux vidéo d'action et ceux qui ne jouent pas ou très peu à des jeux vidéo. On prend alors ces deux groupes de personnes et on leur fait passer des tests de psychologie cognitive. Et on regarde sur quelles compétences cognitives ces deux groupes de personnes diffèrent. Alors ce type d'étude est très utile et il permet de débroussailler un peu le terrain. Mais ce type d'étude a également d'importantes limitations. En particulier, il n'est pas possible d'établir avec ces études un lien de causalité entre le fait de jouer à certains types de jeux vidéo et les effets cognitifs observés. Ceci m'amène donc au second type d'étude. Dans ce type d'étude, on recrute des personnes qui ne jouent habituellement pas à des jeux vidéo et on les assigne de manière aléatoire à l'un de deux groupes. Le premier groupe, qu'on appelle le groupe expérimental, jouera à des jeux vidéo d'action. Le second groupe, qu'on qualifie de groupe contrôle, jouera à d'autres types de jeux. Ce sont également des jeux qui sont des succès commerciaux et qui sont intéressants et appréciés par un grand nombre de personnes, mais qui en termes de mécanique de jeu sont très différents des jeux vidéo d'action. En fonction des études, les personnes jouent à des jeux vidéo pour une durée totale qui varie entre 10 et 50 heures. Bien évidemment, les gens ne jouent pas tout ce temps d'affilée, ils jouent à raison de 1 heure par jour, distribuée sur plusieurs semaines. Avant et après l'entraînement, on teste certaines compétences cognitives des personnes, et si on constate des différences entre l'avant et l'après pour le groupe expérimental qui excèdent celles qu'on observe avec le groupe contrôle, on conclut typiquement que jouer à des jeux vidéo d'action cause des effets cognitifs. Ce type d'étude est plus rigoureux et permet d'établir un lien de causalité, mais c'est également un type d'étude qui est plus onéreux et donc plus rare que le premier. Au cours des 20 dernières années, il y a eu de nombreuses études de ces deux types et je vais à présent présenter quelques-uns des résultats obtenus. Un premier exemple concerne un test qui s'appelle le Useful Field of View. Donc, le Useful Field of View, qu'on traduirait peut-être en français par le champ de vision utile, est un test qui a été développé il y a un peu plus de 20 ans dans le but spécifique de servir d'outil diagnostic chez les personnes âgées pour en évaluer le risque d'accident de la route. Il est toutefois maintenant utilisé de manière plus large, y compris chez des jeunes adultes et des enfants, et il est même utilisé en tant que programme d'entraînement cérébral, j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Il existe plusieurs variantes de ce test. Dans cette version que je montre ici, qui a été développée dans mon laboratoire, on présente pendant un bref instant toute une série d'éléments sur l'écran et on vous demande de faire deux choses en même temps. Premièrement, vous devez faire attention au centre de l'écran et bien observer lequel parmi deux symboles différents est affiché. Il s'agit ici d'une sorte de spirale qui tourne soit dans un sens, soit dans l'autre. Deuxièmement, vous devez faire attention aux éléments qui sont présentés en périphérie et vous devez déterminer où se trouve l'étoile. Lorsque les images sont affichées lentement, comme dans cet exemple-ci, la tâche est relativement facile et la plupart des gens arrivent à répondre correctement. Toutefois, lorsqu'on accélère la présentation et que les éléments ne sont visibles que pendant une fraction de seconde, la tâche devient de plus en plus difficile. Dans ce test, on mesure la durée minimale d'affichage à partir de laquelle une personne n'arrive plus à répondre correctement de manière systématique. Plusieurs études montrent, grâce à ce test, que jouer à des jeux vidéo d'action permet aux gens d'extraire des informations visuelles de façon plus rapide et plus efficace. Le Multiple Object Tracking Test, que je traduirai en français par le test de suivi de multiples objets, est un test qui permet de mesurer des aspects plus dynamiques de l'attention. Dans cette version du test, on vous montre d'abord un ensemble de points sur l'écran. Dans un second temps, on vous dit que certains de ces points cachent des diamants bleus et que votre tâche consiste à ne pas les perdre de vue. Les diamants sont ensuite cachés et les points blancs se mettent à bouger dans tous les sens. Au bout d'un moment, les points s'arrêtent et on vous demande d'indiquer où se cachent tous les diamants. Lorsqu'il n'y a qu'un ou deux diamants à suivre, la tâche est relativement simple. Mais lorsqu'on augmente le nombre de diamants, la tâche devient vite très difficile. On peut mesurer une capacité attentionnelle par le nombre de diamants qu'une personne arrive à suivre de manière fiable. De nombreuses études ont utilisé ce test et montrent que le fait de jouer à des jeux vidéo d'action entraîne une amélioration de la performance dans ce type de test. Les effets des jeux vidéo ne se limitent pas uniquement à des tests d'attention. De nombreuses études montrent par exemple que jouer à des jeux vidéo d'action
augmente ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Dans ce test de task switching, on vous demande de classer des cartes, soit en fonction du type de symbole qui est affiché sur la carte, soit en fonction du nombre d'éléments qui est affiché. Le mot qui est présenté sous la carte indique la règle à suivre. Pour classer les cartes, il faut tout simplement cliquer sur le bouton correspondant. Ce qui est intéressant dans ce test est ce qu'on appelle le coût de task switching, le coût de changement de tâche. À chaque fois qu'on change de tâche, on constate un coût de performance. Les gens ont tendance à être plus lents et à faire plus d'erreurs lorsqu'on change de tâche comparé à lorsqu'on refait la même tâche. Les études montrent que jouer à des jeux vidéo d'action diminue significativement ce coût de changement de tâche. Ou dit autrement, les jeux vidéo d'action augmentent la flexibilité cognitive. Enfin, on observe également des améliorations cognitives dans des tests qui ne sont pas informatisés. Cet exemple ici illustre un test de rotation mentale qui se complète avec un crayon et du papier. La rotation mentale fait partie de ce qu'on appelle la cognition spatiale, qui est essentielle pour les architectes, les mathématiciens et les chirurgiens, pour ne citer que quelques exemples. Ce que vous voyez maintenant à l'écran est un exemple de questions posées dans ce test. Donc on vous montre dans le cercle en haut un objet en 3D, ainsi que 4 propositions qui sont nommées A, B, C et D. La tâche consiste à indiquer laquelle de ces propositions est identique à l'objet affiché en haut. Pour répondre à cette question, vous devez typiquement créer et manipuler des images mentales. À nouveau, des études d'entraînement montrent que jouer à des jeux vidéo d'action améliore les performances en rotation mentale. Ceci ne sont que quelques-uns des nombreux exemples de compétences qui ont été testés au cours de ces 20 dernières années. Il y a désormais suffisamment d'études pour faire ce qu'on appelle une méta-analyse, une sorte d'étude d'études. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille la méta-analyse réalisée par Benoît Bediou et collègues de l'Université de Genève. Alors il y a plusieurs leçons à tirer de cette méta-analyse et de manière plus générale de cette littérature. La première, c'est que les effets sont réels. Donc à mon avis, il y a désormais suffisamment de données pour croire que les effets des jeux vidéo d'action sur la cognition sont bien réels et qu'il ne s'agit pas d'artefacts ou de résultats aléatoires. Deuxièmement, il n'y a pas que les jeux de tir à la première personne ou à la troisième personne qui sont efficaces. Il y a quelques études qui ont testé d'autres types de jeux, des jeux de course, des jeux de conduite, et aussi des jeux de stratégie en temps réel. Il semblerait que certains autres jeux aient également les mêmes propriétés que les jeux vidéo d'action. Enfin, toutes les compétences cognitives ne sont pas améliorées par les jeux vidéo d'action. Certaines compétences ne sont pas affectées. Je vous ai montré des exemples de tests qu'on effectue dans nos laboratoires pour évaluer les effets des jeux vidéo d'action, mais ces tests sont-ils suffisants pour démontrer un réel impact des jeux vidéo d'action sur la vie de tous les jours? Je vais maintenant présenter quelques exemples qui suggèrent que l'entraînement par le jeu vidéo d'action peut avoir des effets positifs, durables et concrets sur la vie de tous les jours. Le premier exemple dont je vais parler est celui de l'amblyopie. Alors l'amblyopie caractérise un dysfonctionnement du système visuel qui provient d'un développement cérébral anormal. Donc bien que les yeux de la personne ne présentent aucun trouble ou lésion, il semblerait que l'information issue de l'un des deux yeux ne soit pas pleinement prise en compte par le cerveau. Selon certaines estimations, l'amblyopie concerne entre 2 et 5% de la population, et si on ne considère que les enfants, cela représente environ 15 millions d'enfants dans le monde. Actuellement, le traitement standard pour l'amblyopie consiste à couvrir l'œil qui fonctionne bien avec un patch, comme on peut le voir ici dans l'image, pour forcer le cerveau à donner plus d'importance à l'œil faible. Ce traitement doit commencer le plus tôt possible car plus on attend, moins le cerveau est plastique et donc moins efficace sera le traitement. Au point que certains estiment qu'au-delà de 10 à 12 ans, il devient inutile de traiter les enfants amblyopes. Une équipe de chercheurs américains a voulu tester s'il était possible d'améliorer la vision des amblyopes en utilisant des jeux vidéo. Pour ce faire, ils ont créé un jeu vidéo d'action sur mesure. Ils utilisent un stéréoscope, qui est ce dispositif avec des miroirs, qui permet de contrôler précisément ce qui est présenté à chaque œil de la personne amblyopes. Ils ont ensuite ajusté le contraste de l'image affichée à chaque œil et ajouté une tâche qui est affichée sur l'œil amblyopes afin d'encourager leur cerveau à mieux traiter ces informations. Les résultats de ces études sont extraordinaires. Chez les enfants amblyopes, les résultats montrent que les jeux vidéo peuvent conduire à des effets comparables à la méthode traditionnelle, mais en une fraction seulement du temps, et avec une expérience pour les enfants qui est nettement plus agréable. Ils ont également testé ce jeu avec des adultes et montré qu'il était possible d'améliorer leur vision, contrairement à ce qu'on pensait jusque-là.
L'usage des jeux vidéo comme traitement pour l'amblyopie reste un champ de recherche très prometteur, bien qu'encore très jeune, et il y a sûrement encore de nouvelles découvertes qui vont être faites dans ce domaine. Un deuxième exemple où l'impact du jeu vidéo d'action a été mis en évidence est celui de la dyslexie. La dyslexie est le trouble de l'apprentissage le plus courant. Il affecte entre 5 et 10% des enfants. Les personnes dyslexiques éprouvent des difficultés à apprendre à lire, ce qui a des répercussions importantes dans leur vie au vu de l'importance que l'écrit a dans nos sociétés. La dyslexie est un trouble complexe, et certains pensent que l'un des facteurs aggravants, peut-être même une des causes de la dyslexie, serait des troubles attentionnels, qui causeraient des difficultés à se focaliser sur certaines lettres sans être perturbés par des lettres environnantes. Partant de cette hypothèse et des résultats obtenus avec des jeux vidéo d'action chez les adultes, un groupe de chercheurs italiens a voulu tester l'hypothèse selon laquelle jouer à des jeux vidéo d'action pourrait améliorer la capacité de lecture chez les enfants. Le souci, c'est que les jeux vidéo d'action ne sont pas adaptés aux enfants. Non seulement ils sont trop difficiles, mais ils sont également trop violents. Alors l'idée qu'ont eu ces chercheurs était de sélectionner parmi des jeux existants et qui sont adéquats pour ces enfants, des jeux qui ressemblent un peu à des jeux vidéo d'action et d'autres qui ne ressemblent pas, et d'utiliser ces jeux-là pour les deux groupes de leur étude. Donc plus spécifiquement, ils ont pris le jeu des lapins crétins, qui est composé de plusieurs mini-jeux, et ils les ont classés en jeu d'action et en jeu qui n'est pas un jeu d'action. Vous voyez ici un exemple d'un jeu d'action. Il s'agit ici de surveiller l'ensemble de l'écran et de tirer du jus d'orange sur des lapins qui sortent de l'eau, ce qui ressemble un peu à un jeu de tir à la première personne. Et ici, vous voyez un jeu qui n'est pas un jeu d'action et qui consiste à secouer rapidement la manette pour traire une vache. Ces chercheurs ont alors pris un groupe d'enfants dyslexiques et les ont répartis en deux groupes. Un groupe expérimental qui jouait aux jeux qui ressemblent à des jeux d'action, et puis un groupe contrôle qui jouait à d'autres jeux. Au total, l'entraînement a duré 12 heures réparties sur plusieurs semaines à raison d'1 heure par séance. Avant et après ces entraînements, les deux groupes ont été soumis à divers tests, dont des tests de lecture. Ce qu'observaient ces chercheurs, c'est que les enfants du groupe expérimental, mais non pas ceux du groupe contrôle, lisaient plus rapidement du fait d'avoir joué à des jeux vidéo d'action. Ces effets sont remarquables puisqu'ils dépassent le progrès naturel qu'on observe en 1 an chez un enfant dyslexique et qu'ils étaient plus importants que ceux qu'on observe après le traitement qui est habituellement donné aux dyslexiques. Le dernier exemple que je voudrais évoquer ici est celui du vieillissement cognitif et de l'usage potentiel des jeux vidéo d'action pour les seniors. Il s'avère que les jeux vidéo d'action ne sont pas non plus adaptés aux personnes âgées, qui les trouvent souvent trop difficiles et trop violents. L'équipe du professeur Gazellet de l'Université de San Francisco a donc mis au point un jeu de conduite très basique destiné à entraîner les seniors. Et ils ont constaté que non seulement leur performance dans le jeu s'améliorait avec l'entraînement, mais qu'il y avait également des effets de transfert à d'autres tests. Cette étude a donné lieu à une entreprise qui s'appelle Akili et qui a transformé ce jeu de recherche aux allures de prototype en véritable jeu commercial. Et cette entreprise effectue désormais des essais cliniques à grande échelle pour établir l'efficacité de leurs jeux avec l'intention que dans le futur, ces jeux puissent être prescrits par des médecins pour traiter certains types de patients. Une autre approche qu'il faut mentionner ici et qui semble constituer une exception notable à ce que je disais en introduction est une série d'études à grande échelle menées par la docteure Carlene Boll qui ont utilisé le Useful Field of View comme outil d'entraînement cérébral chez les seniors et qui les ont suivis pendant plusieurs années. Les résultats de l'une de leurs études sont particulièrement remarquables puisqu'ils montrent qu'avec seulement 10 heures d'entraînement à cette tâche, distribuée à nouveau sur plusieurs semaines, on constate une division par 2 du risque d'accident de la route, où les personnes âgées sont fautives, au cours des 5 années suivant l'entraînement. Alors le Useful Field of View n'est pas un jeu vidéo en tant que tel, et on peut imaginer qu'il serait possible d'avoir des effets encore plus impressionnants si on pouvait améliorer ce jeu. Ceci conclut donc un bref survol des recherches sur les effets des jeux vidéo sur la cognition. Je vous ai montré quelques exemples très concrets où ce type d'activité peut avoir un impact réel sur la vie des gens. J'ai mentionné l'amblyopie, la dyslexie et le vieillissement cognitif sous l'angle de la sécurité routière. Ce ne sont là que quelques exemples, il reste plein de domaines à découvrir. Bien que ce type de recherche soit très prometteur, il faut savoir que ce champ d'études n'est pas sans controverse et qu'il y a de nombreuses améliorations à apporter dans les recherches futures. Je pense aussi que le progrès scientifique dans ce domaine peut être grandement amélioré si on arrive à dépasser certaines limites. Alors il y a en particulier 4 domaines qui, je pense, constituent un peu des freins au progrès scientifique dans ce domaine. Il y a d'une part
notre incapacité actuelle à effectuer des études d'entraînement rigoureuses à grande échelle. La façon dont ça se passe actuellement, la plupart du temps, on a des personnes qui viennent en laboratoire et qui sont là pour être testées et pour être entraînées. Donc cela prend beaucoup de temps et ce n'est pas très efficace. Donc on ne peut pas tester plein de personnes en même temps et on ne peut pas non plus du coup tester plein de protocoles en même temps. Donc si on arrive à accélérer et à fluidifier ce processus, le distribuer par Internet, tout en assurant la rigueur des études, ce serait une façon très importante pour accélérer le progrès dans ce domaine. Le deuxième point, c'est développer des outils et des interfaces avec du matériel pour qu'on puisse, par exemple, recueillir des données supplémentaires, des données physiologiques, par exemple, mais aussi qu'on puisse fournir des stimulations particulières. Donc j'ai donné l'exemple de l'amblyopie, où en laboratoire on peut utiliser un stéréoscope, mais dans la vie de tous les jours, les gens n'ont pas de stéréoscope, il faudrait pouvoir donc remplacer ça par d'autres dispositifs spécifiques pour certains types de populations. Donc dans ce domaine-là, je pense qu'il y a aussi du progrès à faire pour créer des objets qui soient utiles, qualitatifs, qu'on puisse les utiliser dans la recherche, mais en même temps qui soient un coût faible, qu'on puisse les distribuer à beaucoup de personnes. Le troisième point, c'est le croisement des données. Donc il faut qu'on puisse croiser des données comportementales avec des données de choses qui se passent dans la vraie vie. L'exemple qu'on a vu était avec la sécurité routière, où on avait les données de l'entraînement, et on avait ensuite des rapports de police qui indiquaient si les personnes avaient eu ou non des accidents de la route au cours des années suivantes. Donc pouvoir faire ce rapprochement entre ces différents types de données est une source très importante et ça permet in fine de dire si un traitement a réellement un impact sur la vie des gens. Enfin, le dernier point, c'est qu'il faut aussi connecter les personnes qui ont des intérêts communs. Il y a plein d'enfants dyslexiques, il y a plein d'enfants amblyopes, il y a des professionnels dans ces domaines, il y a aussi des jeux qui sont développés pour aider ces groupes de personnes. Et si on arrive à mettre ensemble ces différentes personnes, je pense que tout le monde peut y gagner. Ceci conclut donc ma présentation. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les recherches qui sont faites dans mon laboratoire, vous pouvez visiter notre site internet qui est affiché ici à l'écran. Et si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, vous pouvez me contacter par email. Je vous remercie pour votre attention.